Donc, rassemblez-vous, venez, nous allons justement poursuivre en parlant de cette question qu'on a déjà abordée, la solidarité, la réalité, la situation concrète des migrants et des réfugiés. Je dis à chaque fois les deux noms pour qu'on n'ait pas la tentation de faire le tri. Genre, il y a des migrants, il y a... Bon, les réfugiés, ils fuient des guerres, mais les migrants, etc. Bon, on va en parler. Alors, on va en parler avec qui? On va en parler avec, donc, Pierre Freiburger, ça y est, j'ai appris à mieux prononcer, et Éric Chaboty, qui, tous les deux, ont fait... c'est d'ailleurs préfacé par Thierry Kuhn, migration, donc la dérive du continent autour justement de la réalité des migrations, après avoir fait déjà une enquête à Calais, 7 jours à Calais, et qui est une enquête sur ce livre-là, sur la dérive du continent, c'est le nôtre, comment l'Europe, qui est la plus grande puissance économique mondiale, le plus grand marché commun économique, ne peut pas être au rendez-vous de cette crise migratoire historique, qui va continuer, qui est au cœur de notre futur, et normalement nous devrions, nous l'Europe, puisque nous l'avons vécu, nous avons vécu ces situations-là, Thierry le rappelait en parlant de la CIMAD, nous devrions être au rendez-vous de notre propre histoire. Et alors Yasmine Bouaga, qui est sociologue, je ne me trompe pas, Yasmine Bouaga a fait quelque chose de formidable avec une dessinatrice, Lisa Mandel. Elles ont fait une enquête en bande dessinée sur la jungle de Calais. C'est-à-dire en bande dessinée, qui est comme un reportage, qui montre ce quotidien, avec aussi beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour aussi, et aussi une enquête qui les a profondément habités. Yasmine, vous avez raconté que vous ne pouviez pas, vous alliez sur d'autres terrains, par exemple en Tunisie, je crois, et vous étiez encore habité par Calais, etc. Donc voilà, je voudrais que vous présentiez les uns et les autres ce livre. Je vais commencer par vous, Yasmine. Si j'ai bien compris, c'est venu d'une rencontre lors d'une émission de radio avec la dessinatrice. Alors, avec la dessinatrice, on se connaissait depuis déjà plusieurs années. Non, c'est la dessinatrice qui a été poussée à cela, voilà. Donc, en fait, avec cette dessinatrice, on avait un projet déjà de adapter des enquêtes sociologiques en bande dessinée. Donc, on travaillait dessus depuis plusieurs années. Et elle, dans le cadre de l'appel de Calais, qui est donc cette mobilisation d'intellectuels, artistes, cinéastes, pour revenir témoigner de la situation à Calais, elle a été invitée pour un week-end à aller voir ce que c'était que la jungle de Calais et, avec ses talents de dessinatrice, le faire connaître au grand public. Et moi, je lui ai dit, j'ai envie de venir parce que je veux, moi aussi, savoir ce que c'est que cet endroit, comprendre la crise des réfugiés, ce que c'est que cette crise des réfugiés dont on parle tant en France. Et on a été toutes les deux happées par cette situation et par l'urgence de témoigner. On est arrivé en février, au moment même où la préfecture annonçait le démantèlement de la zone sud du bidonville. Donc on arrivait dans un lieu qui nous paraissait à la fois horrible et en même temps concentrer des énergies, des solidarités incroyables. Pour donner le ton du livre, quand vous dites horrible, à un moment vous êtes là et puis il y a des rats qui passent et dans la BD vous dites c'était un peu bucolique. On a fini par s'y habituer, effectivement. Ces rats printaniers, finalement, on a fini par s'y habituer, mais les premiers jours, vous nous voyez avec nos anoraks. Donc le premier jour, on est arrivé vraiment dans la boue, on avait prévu les bottes. Et le deuxième jour, on est allé acheter des après-ski parce qu'on avait trop froid en fait, dans ce lieu. Donc un peu pour vous donner notre sentiment. Et donc on s'est dit, mais cet endroit, et c'est incroyable qu'en France, on ait un endroit pareil. Et on a voulu en témoigner, on a voulu en rendre compte. Et par quelque chose qui est un peu original pour moi qui suis sociologue, c'était en rendre compte à travers un blog en bande dessinée. Donc c'est Lisa Mandel qui dessine, hein, je vois. C'était tenu sur un blog sur lemonde.fr. Voilà. Bon, en confraternité, une autre fois, ce sera sur Mediapart. Et qui a fait de nous en fait des reporters hein, du quotidien de ce que c'était que ce bidonville. Alors, Éric et Pierre,
Présentez-nous parce que cette dérive du continent que vous avez voulu faire avec une maison d'édition qui est alsacienne aussi, hein, c'est ça? Mulhousienne, une petite maison d'édition mulhousienne, Mediapop. Voilà, d'accord. Voilà. En fait, on privilégie les circuits courts. C'est bien. En fait, rapidement, un peu l'historique de notre démarche, je dirais en 3 points. La première, c'est l'élection des eurodéputés en 2014, où la France, il faut le rappeler, a quand même envoyé 24 eurodéputés du Front National au Parlement européen. C'est la plus grosse délégation jamais élue en France de députés du Front National. Donc c'est vraiment le déclencheur de notre démarche. On s'est dit, on ne peut pas laisser passer ça. Il y a eu un débat autour des questions migratoires en Europe durant cette élection. Et puis après, petit à petit, on l'a oublié. Et puis a ressurgi Calais. Et c'est pour ça qu'on a démarré avec un premier livre sur Calais. Notre deuxième motivation, c'est qu'on a une vision du monde qu'on cherche à faire partager avec les uns et les autres, qui est celle de dire, dans le monde, les mouvements migratoires ne vont pas s'arrêter. Donc plutôt que d'essayer de stopper les mouvements comme on essaie de le faire actuellement à Calais, réfléchissons ensemble comment accompagner ces mouvements migratoires à travers le monde. Et puis la troisième raison, c'est tout simplement celle qu'on a un point commun tous les trois, c'est que nous sommes retraités, que nos femmes travaillent encore et que ça nous laisse un peu de temps. Pierre? Donc ce sont des récits de voyage. Éric, pardon. Pierre, oui, Pierre. Pardon. Ce sont des récits de voyage et à travers les rencontres que nous avons faites, souvent fortuites, il n'y a rien de spectaculaire, c'est pas la peine. Il suffit de voir et de décrire ce que l'on voit pour comprendre que, bon, à Calais, c'est cristallisé l'innommable, c'était immonde, mais ça nous a permis aussi de voir ce qui se passait en Europe, en Allemagne, en Grèce, en Turquie. Bon, nous sommes allés à des moments différents dans ces pays-là, mais on n'a pas vu ce qu'on a vu à Calais. Il fallait le dénoncer, pas en le criant, en racontant ce que nous avons vu. Si nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de ce qu'on appelle la crise migratoire, je précise à ce propos, pour nous, ce n'est pas la crise des migrants. Les migrants ont une réaction très humaine. Quand on fuit la misère, la guerre et les persécutions, on agit de façon humaine. Et que fait-on dans ces cas-là? On essaie d'aller dans des pays où on peut se poser. Et là, les pays où on peut se poser sont regroupés autour d'une union qui n'est pas à la hauteur de cet événement. Nous avons été en guerre et nous avons été des migrants. On l'oublie, depuis 70 ans, nous sommes dans un havre de paix. Et c'est bien ce qui est regrettable, c'est cet oubli-là. Le migrant est là parce qu'il fuit, il veut vivre. C'est ce que nous voulons dire. Alors, vous trois qui avez été donc sur le terrain, tout ce que vous dites, tout ce que vous expliquez, beaucoup d'associations, d'ONG, de chercheurs, de témoins, de journalistes le disent. Et néanmoins, on bute, que ce soit sous un pouvoir de droite, sous un pouvoir de gauche, on bute comme une sorte de mur face à la politique ou face à l'État par rapport à ce que nous disons. La preuve, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, comment à peine ce nouveau pouvoir est là que le ministre de l'Intérieur annonce des choses encore plus brutales et même souhaite l'effacement de ce que vous représentez en disant « allez voir ailleurs les associations humanitaires ». Donc, comment expliquer que dans une société démocratique où normalement les politiques sont faits pour écouter la société, où l'État n'est pas au-dessus de la société, malgré tous nos efforts, là je ne parle pas de l'adversaire idéologique, de ceux qui disent préférence nationale, qu'on les mette tous dehors, je parle de ceux qui devraient avoir un peu de hauteur. Comment expliquez-vous ce qu'on pourrait appeler, quelque part, au-delà des actes de solidarité concrets, un peu notre impuissance? Vous, qui veut commencer? Allez-y. C'est une question difficile à laquelle forcément on s'est heurté. On a essayé de le tourner un peu en dérision en se moquant pas mal des autorités. Le personnage de la préfète est très caricatural, beaucoup plus que ce qu'elle est en réalité. Mais c'était aussi pour mettre l'accent sur cette absurdité des politiques migratoires en France qui sont tellement paralysées par la peur de l'appel d'air.
C'est vraiment le motif, enfin le terme récurrent à C'est propos ce de qu'a Calais. dit Colomb, il faut le préciser. Il a dit il ne faut pas faire de centre d'accueil, c'est-à-dire il ne faut pas être au rendez-vous de la solidarité la plus élémentaire, donner une bouteille d'eau, permettre à ce que les gens aient un toit, parce que ça va créer un appel d'air. Exactement, c'est ce qu'a dit Colomb et c'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy auparavant. Donc les termes se répètent, appel d'air et point de fixation, c'est les deux termes qu'on utilise à propos de Calais. Et ça a ceci d'absurde que Calais, de toute façon, c'est le lieu où se fait le passage transmanche. C'est la frontière. Et ça, si on interdit les associations de distribuer de la nourriture, les gens vont mourir de faim à Calais, mais ils vont toujours venir là pour passer la frontière, puisque la frontière est là. Et donc cet argument qui est de dire il faut déshabituer les migrants à venir à Calais, et donc que les associations doivent participer à ce déplacement et aider ailleurs pour que les migrants aillent ailleurs, c'est une logique absurde qui se répète depuis Sangatte. Depuis la fermeture de Sangatte, il y a toujours ce cycle-là de mettre en place, par la force des choses, quelques mesures humanitaires, d'ensuite les détruire, et de mettre en place un harcèlement policier extrêmement violent pour les migrants et pour les bénévoles, dans l'espoir que ça dissuadera le passage, alors qu'en fait, ce passage, les tentatives de passage se font parce que la frontière est là. Pierre ou Eric? Oui, moi je voulais juste rajouter également, alors je partage tout à fait ce que tu dis, Yasmine. Par contre, on peut également comparer avec ce qui se passe chez nos voisins allemands. Je veux dire, en France, on a une position de repli, ou une position, je reviendrai tout à l'heure, à la classification qu'on fait actuellement des pays qu'on rencontre en Europe. En Allemagne, on est dans un autre état d'esprit. Évidemment, la chancelière Merkel a rencontré d'énormes difficultés en 2015 et en 2016 lorsqu'elle a décidé d'ouvrir les frontières pour 1 million de migrants. L'Allemagne a connu une période extrêmement difficile de prise en charge de ce million de migrants qui est arrivé en Allemagne. Mais ils ont réussi effectivement leur pari et ils sont en train de le gagner. Puisqu'en Allemagne, il est prouvé aujourd'hui que l'apport des migrants, c'est 0,9% de PIB en plus sur l'économie allemande. Donc on arrive à déceler effectivement et à mettre en avant les bons côtés de l'immigration. En France, je pense qu'on reste tétanisé par à la fois ce que tu viens de dire, l'appel d'air, et à la fois, donc forcément derrière, la peur du Front National. On a en permanence à l'esprit de voir le Front National prendre le pouvoir en France, et donc ça tétanise totalement nos dirigeants politiques. Globalement en Europe, on a rencontré au sein de l'Union 3 groupes de pays. Une Europe hésitante, comme l'est la France en permanence sur ces questions-là. On marche en avant, un pas en arrière, à droite, à gauche, on ne sait plus très bien où on est. Et on a du mal à construire et à définir une politique migratoire en France, alors qu'elle est possible. On a une politique courageuse et accueillante, c'est celle de l'Allemagne, des pays du nord, de l'Italie également, qui est de certains aspects également très courageuse. Et puis on a une Europe inquiétante, qui est celle de la Hongrie, de la Pologne. Nous avons rencontré des journalistes en Pologne qui nous ont tenu des discours extrêmement inquiétants par rapport à la question des migrants. Donc voilà un peu comment on analyse les choses. Mais en fait, à quelques kilomètres d'ici, on a un exemple dont pourrait s'inspirer l'Union européenne et on ne le fait pas. Alors que ça fonctionne, l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants entre fin 2015 et mi-2016 et depuis elle a encore accueilli, je crois, plus de 400 000 migrants. Donc elle a organisé, je dirais, le mouvement d'accueil en Allemagne est en place et il se fait dignement. Et il se fait dignement dans le respect des droits fondamentaux. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Eric? Oui, enfin, ce qui n'empêche pas en Allemagne beaucoup d'incidents, beaucoup d'attaques de foyers. Mais ça ne fait rien. Ils y vont. Ils ont une politique claire. Les politiques donnent un message. En France, on manque de courage. La question, comment se fait-il que les politiques n'écoutent pas ce qui se dit? En fait, ils écoutent une partie du discours qui se dit. C'est le discours du rejet de la haine. Alors ça, tout le monde le comprend. Mais pour le reste, ils ne vont pas au bout de la logique. Et la logique est que, comme le disait Yasmine, Calais est en face de Douvres. Il faut faire quelque chose à Calais. Il faut accueillir dignement les gens. Créer une cité d'émigration, du migrant, ça n'a rien de déshonorant. Au contraire, c'est montrer la richesse, l'apport du migrant. La France sans migrants n'existerait pas. L'Union européenne sans migrants n'existerait pas. Voilà. Et on est au cœur d'un sujet totalement d'actualité, parce que quand vous rappeliez Angela Merkel, qui a y compris bousculé sa propre famille politique, on voit bien que
parfois dans les moments de crise, d'ailleurs tous les moments de crise historique de notre continent, c'est comme ça, à un moment, il faut une politique de hauteur qui, du coup, donne du courage à la société elle-même. Une partie de ma famille vit à Berlin, il y avait une pièce de libre dans l'appartement, eh bien c'est la femme de ménage qui leur a dit, vous savez, moi j'ai un Syrien chez moi, et vous avez une pièce de libre, mais il a un copain, le Syrien, et il faut que vous le preniez. C'est venu d'en bas, de la société elle-même. Et c'est cette dynamique qui fait que 1 million de personnes sont accueillies. Bien sûr qu'après, il y a des problèmes concrets, comme il y a toujours des problèmes dans les sociétés, mais il y a ce choix, il y a cette dynamique. Et là, on est au cœur d'un problème, parce que quand même, il faut qu'on le bouscule, ce nouveau pouvoir. On ne peut pas avoir eu un Macron qui, pendant sa campagne, dit... Moi, à la différence de Manuel Valls, je trouve qu'Angela Merkel a été courageuse, qui dit ce qu'il a dit au sommet européen vendredi, mais ce ne sont que des mots. Et pendant ce temps-là, il donne le ministère de l'Intérieur à quelqu'un qui est, sincèrement, disons-le clairement, actuellement dans l'indignité par rapport à ce que nous défendons. Et donc là, il y a une contradiction évidente, non ? Il y a une contradiction évidente, et puis les associations ont une position qui est à la fois inconfortable et qui en même temps a été très, très intelligente vis-à-vis du gouvernement, qui a été de dire, pour essayer de résoudre cette crise humanitaire à Calais, il faut offrir une possibilité d'accueil en France. Et ce qui a été ces centres d'accueil et d'orientation où il s'agissait d'offrir un hébergement pour que les personnes puissent envisager de demander l'asile en France. Le problème, c'est que ces centres ont été envisagés de manière ponctuelle et pour résoudre le problème calaisien, au lieu d'imaginer, comme en Allemagne, des centres qui permettent d'accueillir tous les demandeurs d'asile durablement, et puis les accueillir tous au moment de leur arrivée. Actuellement, comme il n'y a plus cette voie d'entrée dans l'hébergement par Calais, la voie d'entrée dans l'hébergement en France, elle se fait par Paris. Et avec la saturation du centre humanitaire de Paris, qui est dramatique. Il y a avec les événements de la Chapelle... des centaines de personnes qui dorment, mais dans une situation... encore plus indigne qu'à Calais. Là, sous le périphérique, on continue à rajouter des blocs de béton pour pas qu'ils y dorment. Alors, ils dorment entre les blocs de béton. Il faut saluer les tailleurs de pierre solidaires, qui ont été essayés de casser ces blocs parce qu'on avait mis à la Chapelle des pierres pour les empêcher de se rassembler. Et ça, c'est beau parce que c'est le métier des constructeurs de cathédrales qui vient au secours. Je dis ça juste au passage. Pardon. Oui, non, mais bon, alors ces tailleurs de pierre, ils n'ont pas mis fin aux blocs de pierre, malheureusement. Non, hélas. Mais cette situation-là, elle montre bien qu'on ne peut pas résoudre un problème localement sans penser nationalement. Qu'est-ce qu'on fait comme dispositif d'accueil ? Et en France, on n'a pas pensé à augmenter la capacité d'hébergement pour les demandeurs d'asile en relation avec cette crise européenne des réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation, mais qui n'était qu'un rattrapage des lacunes antérieures. Il n'y a pas eu un vrai plan d'urgence comme il y a eu en Allemagne pour héberger les personnes. Pierre ? Yasmine, j'aimerais juste rajouter, effectivement, aujourd'hui, le problème, il est français, mais il est d'abord européen. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est à l'Union européenne de se saisir de cette question, parce que nous avons rencontré des migrants qui, notamment au CAO de Strasbourg, ça fait 7 ans que la personne migre à travers les différents pays européens. Mais quand est-ce qu'à un certain moment, nous allons réfléchir ensemble au droit d'asile européen ? Quand est-ce qu'on s'attachera à réfléchir sur l'harmonisation des procédures en Europe ? Quand est-ce qu'on s'attachera à véritablement créer, et il faut le dire, un véritable un corps de garde-corps des frontières européennes, mais européennes, que chaque nation accepte de déléguer une partie de sa souveraineté à l'Europe. Allons plus loin en Europe. Aujourd'hui, les migrants réinterrogent l'Europe, non pas pour détruire l'Europe, mais pour la faire progresser, pour la faire franchir une nouvelle étape supplémentaire. Et nous, le sens de notre démarche, c'est celle-là, c'est dire l'Europe doit se saisir de cette question maintenant, pleinement, comme le fait l'Allemagne, mais réfléchissons à l'échelle des 27 de l'Union européenne pour avancer sur ces questions-là. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura franchi une grande étape. Mais on s'en rend compte qu'effectivement, chaque sommet, finalement, se traduit par un échec, une incapacité, effectivement, à se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Et pour nous, c'est dramatique. Éric ? Juste pour dire que nos dirigeants manquent de courage. Du courage. Un politique qui prend des décisions. Gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Voilà, c'est ça. Et heureusement que, comme disait Yasmine, il y a la base. Oui, c'est la base qui sauve.
qui sauve ce qui peut être sauvé chez nous. Alors, on va prendre peut-être... Pardon? Oui, je vais juste rajouter quelque chose qui est extrêmement important que vous aviez effectivement soulevé, c'est qu'effectivement le mouvement en Allemagne a d'abord démarré par la base. Et ensuite, ce sont les pouvoirs publics qui, effectivement, se sont inscrits dans le mouvement et ont repris la main sur la... Et maintenant, aujourd'hui, l'ensemble du mouvement associatif s'inscrit dans les politiques publiques portées par la chancelière. En France, ce sont les associations qui portent la problématique humanitaire à bout de bras. Elles s'épuisent, comme on les a vus à Calais. Et sans les associations, on vivrait en France des drames humains plus importants encore que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce mouvement de la société a rencontré, parce que la politique c'est un discours, on doit se reconnaître, s'élever, comme on parle là, il y a des paroles qui peuvent nous élever, et la chancelière, par son expérience personnelle, née en Allemagne de l'Est, un père pasteur, etc., il y a toute une histoire personnelle, c'est-à-dire de la division de l'Europe, où elle s'est élevée au-dessus de l'idéologie de sa propre famille politique. Elle a parlé global, elle a parlé intérêt général, elle a parlé souci du monde. Voilà, on me dit qu'il faut arrêter là-bas pour la vidéo. Est-ce que je peux prendre une question? Une question, juste une question, 2, 3, non mais voilà, parce que la vidéo va me gronder. Alors on va prendre, vous faites très, très court s'il vous plaît, parce que vous avez parlé déjà tout à l'heure. Merci, ça va être très court. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique contradictoire en permanence et hypocrite? On voit les grandes puissances vendre les armes à des pays là où il y a la guerre. Et ça, on ne le dit pas. Mais on est incapable d'aider après le peuple qui souffre de cette guerre. Au moins, avec l'argent qu'on vend à ces pays-là, on peut au moins faire vivre dignement le peuple qui fuit ces mêmes pays. Voilà une question directe, une question cash, comme on dit à Mediapart. Oui, je reviens encore. Moi, je suis responsable de la communauté d'Auch dans le Gers. Je reviens encore. Est-ce qu'on peut élargir par rapport au Maghreb aujourd'hui ou pas? On peut discuter ou pas? Comment il s'est traité aujourd'hui? Les gens qui viennent d'Afrique, là, qui sont accueillis à Constantine, à Alger, parce que je suis algérien d'origine, comment ils sont traités? C'est pire qu'à Calais, quoi. Là, il faut que, je sais pas moi, il faut intervenir au niveau international, quoi. Au Maroc aussi, la Tunisie, j'ai visité aussi des camps. Monsieur. Oui, bonjour. C'est juste qu'à mon avis, peut-être il faut prendre en compte la fantaisie, non seulement l'interrogation, sinon la fantaisie des migrants eux-mêmes, surtout à Calais. Je ne parle pas de l'Allemagne. À Calais, leur fantaisie, ce n'est pas la France. Ils veulent aller en Angleterre. Et il faut savoir pourquoi leur fantaisie, c'est l'Angleterre et ce n'est pas un autre. Et pourquoi ils aiment l'Angleterre et pourquoi c'est cette image qui, à mon avis, partiellement doit être juste comme image. C'est tout. Non, si, j'avais... Excusez-moi, il y a des mains qui se sont levées plus tôt. Merci. Deux mots, on connaît les raisons historiques, les causes de ces migrations massives. Tous les jours, chaque jour qui passe, c'est par milliers qu'on compte les souffrances supplémentaires. Est-ce qu'on ne peut pas agir sur les causes, sur tous les va-t-en-guerre qui produisent ces situations? C'est ça le problème. Allez, une dernière. Justement, moi je voulais, par rapport à ce que vous avez dit sur l'Allemagne et justement sur le problème de Calais, avec justement ce que vient de me dire aussi monsieur, ça corrobore tout ça. Est-ce que vous avez des données honnêtement à nous donner sur les cas justement de migrants extraits, on va dire, extirpés de Calais et dirigés en France vers des... Moi j'ai l'exemple d'un tout petit village perdu dans les Pyrénées-Orientales, tout près de la frontière espagnole, où sur les quelques jeunes hommes migrants qu'on a envoyés là-bas pour y avoir une meilleure vie, avec le relais bien sûr d'associations locales, malheureusement au désespoir de ces associations, sur les quelques, je dirais les dizaines qui sont arrivés, à peine 8 ils étaient, eh bien il y en a 1 ou 2 qui sont restés et tous les autres ont repris le chemin de Calais. Donc
le nœud du problème, il est là. C'est que vous comparez avec l'Allemagne, c'est peut-être pas non plus les mêmes migrants en Allemagne qui sont venus de Syrie parce qu'ils avaient déjà de la famille en Allemagne qui parlait allemand et auprès desquels ils pouvaient trouver un relais et une nouvelle vie, par rapport à des jeunes hommes seuls qui viennent à Calais pour retrouver leur famille en Angleterre ou leurs cousins éloignés, peu importe, parce qu'ils parlent anglais et qui n'ont pas envie de rester en France. Et ça, voilà, c'est un cas typique. Et malheureusement, je vous dis, les associations... Vous avez parlé de l'Europe à 27, malheureusement plus à 28. Que va-t-il se passer? Est-ce que vous avez des relais sur les associations en Angleterre par rapport à tous ces migrants? Que va-t-il se passer avec cette politique? J'ai des amis en Angleterre, je peux vous dire, j'entends des discours abominables sur tous ces migrants qui viennent, voilà, et qui ne sont pas des gens dans le besoin, mais qui viennent prendre leur vie, quoi, en gros. Alors, des questions, les causes, il y en a beaucoup. Et puis, au fond, la France comme simplement un chemin de passage et pas un pays attractif. Voilà. Le pays des droits de l'homme ne serait peut-être plus aussi attractif qu'avant. Allez-y, allez-y. Non, on décrit effectivement dans le livre un village qui s'est déchiré pour 15 migrants, à côté de chez nous. Hein. Nous venons de Mulhouse, dans le territoire de Belfort. C'est des gens généreux et du jour au lendemain, on s'est découvert, mais la haine. Ils ont accueilli. Il y a un bus qui est arrivé un soir de décembre 2015 devant la mairie. D'un côté, il y avait la manifestation des pour, l'accueil, et de l'autre côté, il y avait les manifestants contre. C'est un peu ça, c'est un peu l'affaire Dreyfus, hein, aujourd'hui, les migrants, c'est un peu ça. Ce pays est en train de se déchirer. Et ça, c'est dommage. Et le politique a sa responsabilité. C'est lui qui doit imprimer le rythme et dire c'est fini cela. Nous sommes des politiciens, nous dirigeons ce pays, nous allons les accueillir dignement. Et si ce discours passe, et si les actes suivent les paroles, parce que les paroles, ça, on les fait bien, hein, Macron, pas de problème, vous allez voir, ça va changer. Est-ce qu'il y a Timo, voilà. Oui, en fait, il y a beaucoup de questions. Alors, sur les causes, etc., bon, c'est assez compliqué, mais l'Union européenne essaye effectivement de traiter avec les pays du voisinage, notamment, en particulier le voisinage méditerranéen, pour qu'ils prennent en charge, si possible, mieux les personnes qui arrivent. Le mieux n'est pas toujours respectueux des droits individuels. Hein, il se fait surtout à coût de milliards d'euros, hein, comme avec l'accord Union européenne-Turquie. Je voulais juste signaler un programme de recherche dans lequel je travaille qui s'appelle le programme Babel, l'ANR Babel, avec Michel Agier, où justement on essaye de travailler sur ce processus d'externalisation en fait, de la gestion des réfugiés et de comprendre ces logiques-là. Et pour revenir sur votre question à Calais, parce que je connais des jeunes qui sont partis à Luchon et qui ont ensuite fugué pour revenir sur Calais. Le problème, c'est quand c'est des mineurs qui ont un comportement d'adolescents, hein, ils sont très têtus, et ils ont cette volonté d'aller en Angleterre, et il n'y a pas eu une prise en charge adéquate à leur âge. On ne peut pas parler de la même manière à un adulte et un gamin qui a 17 ans, 16 ans, 15 ans parfois, qui est sur les routes depuis longtemps. Et ça, il n'y a pas eu une prise en charge adéquate. Et c'est vrai que beaucoup ont fugué et ont risqué leur vie pour tenter de passer en Angleterre. Il y en a qui sont passés et qui se débrouillent plutôt bien en Angleterre. Il y en a qui ne sont pas passés et qui sont dans la misère à Calais. Et il y en a qui sont restés dans les centres d'accueil et d'orientation, qui ont ensuite été pris en charge par la protection de l'enfance et qui s'intègrent, qui vont à l'école, etc. Donc voilà, il y a des parcours assez différents. Et la situation de Calais, je pense que il y a des gens qui, de toute façon, vont vouloir aller en Angleterre, et il y a des gens qui vont pouvoir comprendre qu'ils ont des opportunités en France. Et notamment, la demande d'asile pour les Soudanais, pour les Afghans, elle a énormément augmenté en France parce qu'il y a eu ces opportunités depuis Calais. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient être bien traités en France si on examinait leur demande de protection. Qu'à l'inverse, ils ne pouvaient pas demander l'asile. En Allemagne, par exemple, l'Allemagne protège les Syriens, mais considère que l'Afghanistan n'est pas un pays en guerre. Donc il y a des possibilités de faire bouger les choses, et je pense que la misère qui est à Calais, elle n'est pas inéluctable, et qu'on peut tout à fait agir pour faire changer à la fois les politiques publiques et les pratiques d'accueil au quotidien. Pierre, un dernier mot de conclusion. Un dernier mot pour revenir rapidement, en 2 mots, sur les politiques européennes. En fait, l'Union européenne a trouvé son plus petit dénominateur commun en sous-traitant la question des migrants avec des pays tiers. C'était il y a quelques années dans les accords de Khartoum,
On l'a retrouvé exactement lorsqu'ils ont versé 6 milliards d'euros à la Turquie pour qu'effectivement la Turquie garde chez elle les Syriens. Et l'Union européenne a entamé des discussions avec la Libye. Donc voilà, aujourd'hui, quelle est la politique européenne en matière d'immigration? C'est on sous-traite l'immigration aux pays tiers, même pas le pays d'origine. On va payer des pays tiers pour garder les migrants chez eux. On ne peut pas non plus aujourd'hui accepter cela. Et en donnant de l'argent qui permet de conforter des régimes qui prennent des logiques autoritaires contre leur propre société. Voilà, je vous invite, c'est juste là, à aller acheter donc La dérive du continent de nos deux amis et puis Les nouvelles de la jungle. En plus, ça, c'est un beau cadeau pour des enfants, pour des adolescents, pour leur donner envie de découvrir tout ça. Il est 34, donc dans 26 minutes, nous nous retrouvons à 13h. Cette fois-ci, le thème, ce sera la pauvreté, hein, les idées reçues sur la pauvreté, comment on peut réduire la pauvreté. Voilà, à tout à l'heure, à 13h. Merci de votre attention.